Alors, je pense que la présentation que je vais faire va vous rappeler beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment sur ces questions de densité, d'acceptation de la densité, etc. Moi, je me pose ces questions-là depuis pas mal de temps. Je suis consultant, je suis urbaniste. Je travaille depuis une dizaine d'années sur des projets de réemploi de sites, donc la construction de la ville sur la ville. Depuis 5 ans, je fais plus que ça. Avec ma société Dixit.net. Je suis enseignant sur des masters à la fac ou à l'école de design. Et puis j'ai une activité, alors j'ai un collègue chercheur qui dit que je ne fais pas de la recherche-action, mais de l'action-recherche, ce qui me plaît bien. Donc une remontée finalement en généralité de ce travail-là, notamment dans un petit bouquin qui vient de sortir, Manifeste pour un urbanisme circulaire. Donc oui, je vais vous parler de ça, d'urbanisme circulaire. Avant peut-être qu'on se redonne, et moi ça a été aussi une de mes découvertes de ces derniers mois de travail, qu'on se redonne des éléments de contexte, qu'on revienne un petit peu en arrière, puisqu'on n'a pas toujours fait la ville comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, vous savez, on a évidemment une croissance de la population. On va être 10 milliards en 2050, peut-être 9, peut-être 11. On est sur une courbe qui est relativement connue et maîtrisée, qui tend plutôt à s'aplatir sur la fin du siècle, je vous rassure. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le vrai sujet... Alors, ça sert à rien, mon truc, là, mon laser. Je vais essayer de ne pas toucher l'écran, visiblement, c'est très dangereux. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le vrai fait... démographique qui arrive, c'est pas tant la croissance de la population, mais la croissance de la population urbaine. Et ce qui nous attend, c'est un doublement de la population urbaine. Alors évidemment, pas que en France, voire surtout ailleurs, mais on attend quand même 15% de croissance de la population en France et une augmentation aussi de la population urbaine en France d'ici 2050. On est bien sur un fait qui est une croissance de la population, qui évidemment est associée à une croissance de la ville. Logique, vous allez me dire, il faut bien qu'on habite quelque part. Alors, on peut aussi traduire ça un peu comme ça, on est peut-être au début d'un jugement de valeur, on peut peut-être aussi essayer vraiment de compter. Alors, vous savez, ça fait plus de 20 ans, je vais y revenir, plus de 20 ans qu'on parle vraiment, qu'on écrit dans les textes, cette question de l'étalement urbain. C'est dans la loi SRU, on a des chiffres à peu près fiables depuis juillet dernier. Donc ça fait 20 ans qu'on parle de trucs qu'on ne sait même pas mesurer. Donc on veut essayer de dire il faut lutter contre l'étalement urbain, etc., etc. On est incapable, on n'avait pas une source de données non fiable, on avait 2 sources de données non fiables, on en a rajouté une 3e qui est relativement fiable, mais ça fait quand même 20 ans qu'on qu'on a inventé une unité de consommation de sol qui est le département. Donc on consomme, il faut X années pour consommer l'équivalent d'un département en France. Alors, on va voter, il faut 1 année pour consommer l'équivalent d'un département en France. 1 année pour consommer l'équivalent en sol d'un département. Personne ? 6 ans. 6 ans, alors on l'entend rarement, d'habitude c'est 7 ans. Il y a sans doute une référence judéo-chrétienne derrière. On a attendu 1 an, c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça au moment d'un de ses discours où il était peut-être un peu enflammé. Donc 6 ans, je n'ai jamais entendu, donc bravo. Qui est pour 7 ? Qui est pour 10 ans. Il faut 10 ans. On consomme l'équivalent de la surface d'un département tous les 10 ans. Ouais. Les autres, vous êtes... c'est combien ? 20 ans. Combien ? 20 ans. D'autres chiffres ? C'est discutable. On peut en discuter. Disons qu'avec les bases de données qu'on a depuis le mois de juillet, avec les bases de données qu'on a depuis le mois de juillet, on sait que c'est un département tous les 20 ans. Et c'est pas tous les 10 ans, comme on le dit souvent. La plus forte occurrence sur Google, c'est ça. Donc, je peux arrêter ma présentation. C'est finalement pas si grave. Alors, sauf que c'est 30 000 hectares par an. Donc, c'est 20 Notre-Dame-des-Landes tous les ans. C'est 375 EuropaCity. C'est 5 stades de foot toutes les heures, même la nuit. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de tribune dans Libération. Aujourd'hui, donc c'est la consommation, ce qu'on appelle l'ENAF, l'espace naturel agricole et foncier. Ça n'a rien à voir avec le pâté. Donc là, aujourd'hui, on pourrait se dire en même temps, ça se passe bien là où il se passe des trucs. Globalement, les 12 métropoles, je mets des guillemets, françaises et le littoral, là où se passe la croissance de la population. Alors si on rentre dans le détail, on s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà qu'historiquement, la population croît, la surface urbanisée croît 3 fois plus vite que la population.
On peut comparer deux régions qui sont de surface similaire, hein, la Bourgogne et les Pays de la Loire. La Bourgogne globalement stable en termes de population, moins 20 000, j'ai quelques chiffres ici, moins 20 000 emplois. Pendant ce temps-là, sur les Pays de la Loire, on est plus 150 000 habitants et plus 20 000 emplois. On a des dynamiques très différentes, très contrastées. La Bourgogne a quand même consommé 30% de ce qu'a consommé les Pays de la Loire en termes d'étalement urbain. Puis on va retrouver entre 2010 et 2015 25% du foncier consommé pour faire de l'habitat dans les 14 000 communes de France qui ont perdu de la population. En fait, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que la croissance de la ville est décorrélée des besoins urbains et notamment de la croissance de la population. Alors, on aurait plus de mal à faire des stats sur la question de l'économique, hein, mais on arrive à sortir maintenant, dans les chiffres qu'on a, la consommation pour un motif économique, pour se concentrer sur l'habitat, et on s'aperçoit qu'on a une décorrélation complète entre d'un côté l'étalement urbain, d'un côté la croissance urbaine, et de l'autre côté les besoins de la population. En fait, on rend de moins en moins de services urbains en consommant de plus en plus de foncier. C'est ça l'étalement. C'est pas la croissance de la ville, c'est une croissance inefficace de la ville. Alors évidemment, la faute à qui? La faute à la voiture. Alors la Ford T sort en 1908. Hein, vous savez qu'on était leader, la France, hein, sur l'industrie automobile. On a pris un petit peu de retard dès le début du siècle. Avec l'industrialisation, il y a tout un effet système. Hein, c'est pas la voiture qui change la ville, c'est un système automobile. Donc déjà, on a un carburant. À quoi servait, qu'est-ce qu'on produisait, qu'est-ce qui a fait la fortune de l'industrie pétrolière à la fin du 19e siècle? Qu'est-ce qu'on produisait? Pas du chauffage. Du carburant pour avion, comment ça s'appelle? Du kérosène, à la fin du 19e siècle. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'avion, je vous rappelle. Par contre, il y avait de l'éclairage, notamment de l'éclairage dans les ménages. L'essence était un sous-produit de l'industrie pétrolière qui était déversé, dans la plupart des cas, à la rivière. Hein. Et on a, au début du siècle, aux États-Unis, l'électrification qui commence et qui croît extrêmement vite pendant les 20 premières années du siècle. Il a fallu trouver des débouchés, notamment pour le pétrole, et donc des débouchés pour ce nouveau produit qui est devenu, ce qui était le sous-produit qu'on mettait à la rivière, est devenu le produit principal qui est l'essence. Donc on avait le carburant, on avait la voiture, et il nous manquait encore la ville. Alors, c'est allé relativement vite. Hein. Là, on est en 1900, le jour de Pâques, sur la 5e avenue à New York. On a donc une voiture qui est présente. Et là, on est en 1913, 13 ans après. Hein. C'est la révolution du smartphone. Hein. Il y a une calèche. Alors, gardons simplement en tête que les révolutions peuvent aller vite, mais pas forcément à la bonne échelle, parce que rien n'était joué. Ce qui a commencé à ce moment-là, c'est une vraie guerre de tranchées, je ne rentre pas dans le détail, de façon à faire accepter la voiture dans la ville. Tout ça est scellé après des milliers de morts, hein, vraiment des milliers de morts aux États-Unis, avec une transformation de l'espace public, on en a parlé tout à l'heure, et notamment une hiérarchisation de l'usage de l'espace public avec la première réglementation qui apparaît à Los Angeles, évidemment, qui interdit aux piétons de traverser n'importe quand, n'importe comment. On invente même un terme, c'est le jaywalking, de Monsieur Jaywalker, qui était un personnage fictif inventé par l'industrie de l'automobile, notamment pour retourner la charge, finalement la faute du piéton qui se fait écraser. Jaywalker, c'est le pecno qui marche. Hein, la traduction. En fait, c'est lui, c'est Jaywalker et toute sa famille qu'il faut exterminer. J'ai des publicités. Il faut exterminer Jaywalker et toute sa famille. Ça, c'est des publicités qu'on faisait à l'époque. C'est rentré maintenant, après, dans le dictionnaire, hein, jaywalking. Et en 1925, donc c'est il y a moins d'un siècle, en 1925, on a la première législation qui dit qu'on ne peut plus traverser n'importe quand. L'espace public n'est plus uniformément partagé entre tous les usages. On a la route d'un côté et le trottoir de l'autre. On a réussi à transformer la ville, je vais un peu vite, avec un croisement des courbes hein, qu'on trouve juste après ces années-là, entre le nombre de chevaux en circulation et le nombre de voitures en circulation. Et on invente à ce moment-là, pour ceux qui ont déjà entendu, vous dites rien, on invente à ce moment-là un produit qui est complètement en relation avec l'urbanisme d'aujourd'hui, qui est la boîte de nourriture pour chiens. Pourquoi à ce moment-là? Il fallait trouver des débouchés pour les chevaux. Ils étaient là. Alors, il n'y a pas que les chevaux qui en ont fait les frais, il y a aussi le tramway, hein, et il y a une bonne partie de la population, hein, puisqu'on chiffre en millions de morts, je vous le rappelle, tous les ans. Hein,
le nombre de morts par la circulation automobile, hein, entre 1 million et 1,5 million. Plus de 3000 morts l'année dernière en France, c'est quand même plus que les attentats des Twins à New York. On a une ville qui est transformée, mais là on est qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale. Au début, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a un pays qui commence à transformer aux États-Unis. Donc là, on est vraiment juste avant les années 50 où on invente le premier lotissement privé. Donc c'est une ancienne boîte de construction. Le fils est parti faire la guerre en Europe. Il a connu les constructions industrialisées de l'armée américaine. Et là, il revient à New York. Il achète un terrain. Alors je ne sais plus si c'est un terrain à patates, mais un truc comme ça, en périphérie de New York. Et là, il met en place une opération complètement privée qui repose sur une chose, c'est le fait que les anciens combattants américains bénéficiaient d'une garantie d'emprunt. Et donc on a une construction industrialisée, une forme urbaine monofonctionnelle, l'habitat, qui est permis à distance de la ville parce que tout ça est géré évidemment par la voiture. On retrouve tout ce dessin qu'on va retrouver partout aux États-Unis avant que ça arrive en France. Et surtout, on a un mode constructif et un système de construction qui est complètement associé, initiative privée, foncier agricole, endettement des ménages sur 25 ans et ségrégation à l'époque raciale puisque ces villes-là n'étaient ouvertes qu'aux Blancs. Et évidemment, ségrégation sociale associée. Il se trouve que Lewitt & Son a fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes, sur la base d'un système qu'ils avaient très largement contribué à inventer. Et là, on a commencé à transformer le pays, notamment grâce à l'autoroute. Alors il y a Eisenhower a fait une grande traversée complètement épique des États-Unis dans les années 20 pour constater, avec l'armée américaine, pour constater qu'on ne pouvait pas traverser les États-Unis. Il aura fallu plus de 50 jours pour faire une traversée d'est en ouest. Il a vu les autoroutes allemandes, puisqu'il était en Europe entre 39 et enfin surtout début des années 40. Et il lance le grand plan, 1956. Donc le grand plan d'aménagement autoroutier aux États-Unis est un plan de défense militaire avant tout. L'idée est bien de fluidifier les échanges dans le pays. Par contre, ça a évidemment un impact énorme sur la répartition des logements, puisque ça rend accessible finalement les éléments les plus distincts. Là, vous avez la courbe de l'équipement en France, en autoroute. Globalement, c'est aussi parallèlement la courbe de l'étalement urbain en France. L'étalement urbain, la construction de nos périphéries, c'est un phénomène qui a 50 ans. C'est tout. C'est rien à l'échelle de nos villes. Strictement rien. Ça a permis quoi? Ça a permis de dissocier les fonctions, on l'a suffisamment dit, ça a permis de les écarter, de les éloigner, ça a aussi permis de les dissoudre, puisque la voiture aujourd'hui, les fonctions utilisées par la voiture, c'est 48% de la surface urbaine. Donc le stationnement et les routes, c'est 48% des surfaces urbanisées en France. Les surfaces bâties, c'est 10%, c'est 18%. Globalement, les surfaces importantes de ce qu'est une ville, c'est de l'asphalte, de l'enrobé, du gazon et ensuite du bâti. Alors, en 2010, on se réveille, ou plus exactement, la profession commence à écrire des tribunes, avec la couverture de Télérama, qui a fait beaucoup jaser, mais finalement, il n'y a pas grand-chose de faux, par une vision très parisianiste, puisque l'article est loin de se limiter à un jugement esthétique de cette ville périphérique, loin de là, et marque aussi l'ensemble de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler les impacts, et qui à l'époque était vu encore qu'assez marginalement. La première chose, c'est la thrombose, la fin du rêve. Aujourd'hui, donc l'année dernière, les constructeurs automobiles ont dépensé 2,5 milliards en publicité. Donc c'est le premier annonceur. On ferme un certain nombre d'hebdos si on arrête la pub pour la voiture et donc pour les SUV. 90% des publicités étaient pour les SUV. 2,5 milliards, c'est 1 500 € par voiture vendue. Ça commence à être intéressant. Donc oui, ça a un effet sur le réel, ce qui est quand même rassurant. Ces gens sont rationnels, donc les gens achètent des SUV. Si on faisait le même niveau de publicité pour les vélos, je pense que vraiment on aurait des fournisseurs qui seraient saturés. Sauf que ça marche plus. On peut le prendre par tous les sens, ça ne marche plus. Il n'y a pas la place. Alors après, on peut transformer tous les véhicules que vous voyez en dessous en véhicules électriques ou autonomes. Il n'y aura pas plus la place. C'est la même chose. On a un problème de place, ça ne fonctionne plus. On a une augmentation du temps passé dans les bouchons qui augmente tous les ans. On est arrivé en 2017 en France à 30 heures par conducteur. Et ça y est, depuis 2010, les Américains passent plus de temps dans les bouchons qu'en vacances.
Chacun fait ses choix, mais là on a un truc qui fonctionne pas. On a évidemment une problématique associée au CO2, CO2 induit par les moteurs, les moteurs des différents véhicules, puisque la voiture est la cause, mais aussi une des conséquences de l'étalement urbain. CO2 aussi émis par l'urbanisation, puisque les sols sont des espaces qui stockent de façon massive du CO2. Aujourd'hui, on parle de plantation d'arbres, etc., etc. Il y a plus de CO2 stocké dans le sol d'une forêt, comme en face, que dans le bois aérien. Donc là, cette question du stockage CO2 dans le sol est une question essentielle, d'autant plus que s'il y a une des technologies qui peut permettre aussi de faire du stockage, c'est notamment des technos type biocharge, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont des techniques de stockage dans le sol agricole notamment. On a besoin de ces sols. On a aussi évidemment des enjeux de biodiversité, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez tout ça. Par contre, de quoi parle-t-on? On parle d'une consommation de sol agricole. On peut tourner autour du pot, on est essentiellement sur une consommation de sol agricole, et ça tombe mal, on en a besoin. On a divisé par 2 la surface agricole utile par Français, entre l'augmentation de la population et la baisse des surfaces cultivées, réduction par 2. On a aujourd'hui un tiers de nos surfaces agricoles qui sont en dehors de notre pays, donc qui sont à l'étranger, donc on n'est plus du tout en train de parler d'autonomie alimentaire. On a passé le cap depuis bien longtemps, on est en train de parler de sécurité alimentaire. Au moment où on n'a plus de gains de productivité depuis 2000 dans le monde agricole, où on a une transition évidente qui doit se faire sur les modes de production, et on a toujours une augmentation de la population importante qui va se faire, avec en plus une augmentation dans cette population des classes moyennes, avec d'autres pratiques de consommation qui sont beaucoup plus intensives. On a besoin de sol agricole, on va en avoir beaucoup plus besoin, et il va falloir qu'on en ait pour des questions de résilience, pour des questions de sécurité. On a des coûts associés, ça a été évoqué, sur les coûts de l'étalement, coûts directs de l'aménagement, coûts indirects et coûts masqués dans bien des cas, puisqu'on a socialisé, et oui, l'ensemble finalement des coûts à la fois de l'étalement, mais aussi les coûts sociaux, les coûts médicaux, etc., liés à la mobilité automobile. Un budget qui va évalué par l'Union européenne l'année dernière à plus de 50 milliards d'euros en France, c'est-à-dire les coûts induits, les coûts indirects de la voiture en France. Et puis, s'il le fallait, les gilets jaunes autour du rond-point du Leclerc ont aussi montré que là aussi, on a une partie de la population qui se retrouve coincée et qui ne peut plus se payer cette mobilité, ou en tout cas qui a peur de plus pouvoir. Je ne vais pas venir sur l'exégèse des gilets jaunes, on peut y passer la nuit. En tout cas, si ça doit bien marquer quelque chose, c'est mettre aussi un visage sur un phénomène qui est quand même relativement récent, qui est une vraie fragmentation des populations autour notamment des métropoles. Aujourd'hui, on a une éviction, notamment des familles, avec des revenus normaux. On n'est pas en train de parler de ménages modestes. Je vous rappelle que le revenu médian en France, c'est en dessous de 1 600 €, je crois, qui ne peuvent tout simplement pas habiter la métropole. Alors, je ne vais pas vous présenter une solution à tout ça. Nouvelle que j'aurais inventée, j'ai rien inventé. Aujourd'hui, on a une problématique qui n'est pas une question réglementaire, qui n'est pas une question de façon de faire ou de curseur. On a un problème qui est complètement systémique. On continue de construire en périphérie des villes alors qu'on a du logement vacant dans les centres-bourgs. On continue de faire des zones d'activité en périphérie alors que on a d'autres problématiques et des friches dans les villes constituées, etc., etc., etc. En fait, ce qu'on sait faire, nous, professionnels de la ville, c'est faire du neuf en périphérie. Ça, on sait faire. Tout est écrit dans la loi SRU. Elle a 20 ans, là, ça y est. Tout est écrit, tout a été dit, etc. La question, c'est comment on passe aux actes. Alors, il a été fait des choses depuis 20 ans, mais pas suffisamment, très clairement pas. Et on n'a pas eu ce changement de système-là. Aujourd'hui, on a une deuxième étape, c'est le ZAN, le zéro artificialisation nette, pas le bonbon Haribo qui colle aux dents, même si voilà, ça risque d'être compliqué. On est sur finalement la dernière étape d'une forme de raidissement réglementaire qui est nécessaire, qui est impérative, qui doit être très clairement posée. Pour autant, c'est pas suffisant. La question aujourd'hui des acteurs, des gens qui font la ville, c'est de dire oui, d'accord, mais comment on fait alors Or, le comment on fait, en fait, on sait faire. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. Il faut qu'on passe de la prohibition aux alternatives concrètes. La prohibition n'a pas marché aux États-Unis avec l'alcool. C'est pareil, on est drogué à l'étalement urbain. Or, on n'a pas le temps. La ville de 2030 s'est pliée, c'est déjà fait, elle est là. On construit aujourd'hui la ville de 2050. On peut laisser les constructeurs automobiles
continuer de réfléchir avec leurs SUV écologiques, les SUV compacts, etc., etc. Ils ont le temps de faire un certain nombre de sauts technologiques. La durée de vie d'une voiture, voilà, c'est quelques années. La durée de vie de la ville et le cycle de construction de la ville est beaucoup plus long. Et quand on veut dire il faut refaire la ville, c'est encore plus long. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence dès maintenant à pivoter de façon à construire la ville autrement. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une question de ville ronde, l'urbanisme circulaire. C'est évidemment une question d'application des principes de l'économie circulaire, notamment à la consommation de sol. Je m'explique rapidement. J'aime pas trop le graphique de l'ADEME sur l'économie circulaire parce qu'on n'y comprend plus rien. Et surtout, on oublie un truc, c'est que l'économie circulaire, c'est pas juste un parti pris sympathique, c'est une façon de créer de la valeur. Aujourd'hui, l'économie linéaire, c'est ça. On a un cycle de production, un usage, et quand on a fait tout cet effort pour créer de l'usage, on met ça à la benne. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est des boucles. C'est pas une boucle et c'est certainement pas le recyclage de matériaux, certainement pas que le recyclage des matériaux. C'est pas du tout ça l'économie circulaire. On a un certain nombre de boucles. Plus la boucle est courte, plus elle est bénéfique. Plus elle génère de l'usage, moins elle nécessite d'investissement, moins elle nécessite d'énergie, de matière, etc., etc. Les boucles les plus courtes sont les plus vertueuses. Au lieu de jeter mon objet, je vais le passer à mon voisin ou le vendre sur le bon coin. On a une création de valeur, on a une création d'usage. Je peux le réparer, je peux éventuellement le désarticuler pour le refabriquer avec des éléments. Et puis, à la fin du fin, plutôt que de le jeter, je peux recycler la matière. C'est l'aboutissement, le recyclage. C'est pas ça, la base de l'économie circulaire. Aujourd'hui, l'urbanisme linéaire, c'est ça. Globalement, consommation d'espace agricole, 30 000 hectares par an, un usage urbain et des friches. Des friches et des délaissés. Aujourd'hui, on crée... Il y a eu un recensement extrêmement fin qui a été fait sur la métropole lilloise. Sur les 1000 hectares de friches qui sont recensés, il n'y en a qu'un tiers qui sont des friches industrielles historiques telles qu'on les imagine, et il y en a un tiers qui sont des friches qui ont moins de 15 ans. Des espaces urbanisés depuis moins de 15 ans. Et ça tombe mal parce que 1000 hectares de friches, c'est la consommation de l'ensemble de la métropole ces 10 dernières années. Donc ça veut dire que la façon dont on fait la ville aujourd'hui est génératrice de friches. Vous n'avez qu'à regarder l'ensemble des zones d'activité autour de vous, c'est ça. Les alternatives, c'est quoi? L'intensification des usages. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus avec ce qu'on a déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas mieux utiliser nos bâtiments plutôt que d'en construire de nouveaux? C'est la transformation de l'existant. Est-ce qu'on ne peut pas changer les usages de bâtiments par leur transformation plutôt que les démolir? Et c'est la boucle du recyclage. Si vraiment on n'arrive à rien, est-ce qu'on n'a pas des friches qu'on peut recycler et à ce moment-là passer par des cycles de retour au sol et de réaménagement? Alors, bonne nouvelle, il n'y a rien à inventer, on fait ça depuis des années. On a des projets pilotes, des pionniers un peu partout. La question, c'est le passage à l'échelle de ce modèle-là. Sur l'intensification des usages, un exemple, je serai rapide, un équipement public, le Mab Lab, c'est le Crous, c'est un restaurant universitaire, il fermait à 14h30, aujourd'hui il ferme toujours à 14h30, mais à 14h30, il y a un autre rideau qui s'ouvre, au 3e étage, on a un espace de coworking. C'est un des moins chers de Paris. C'est une autre organisation, une autre structure qui vient occuper les locaux du Crous. Alors eux, leur question, c'est comment est-ce qu'on ouvre le plus vite et comment est-ce qu'on ouvre à 14h30 et pas plus tard. La question du Crous, c'est comment est-ce qu'on nettoie la sécurité alimentaire, etc., etc. On a un changement d'organisation, un investissement qui se limite à l'achat de quelques multiprises et de 2 bornes Wi-Fi. Et là, on a créé un emploi et puis des services qui sont des services à destination des étudiants, mais aussi tout le quartier, on est en plein cœur de Paris. On a dans ces gestions du temps, dans ces gestions de l'existant et d'intensification, évidemment, vous le savez, avec l'urbanisme transitoire, temporaire, on l'appelle comme on veut, il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Mais globalement, qu'est-ce qu'on fait? On vient simplement occuper les 10% de la durée de vie d'un bâtiment pendant lesquels il est vide. Le moment où il attend les premiers occupants, le moment où il attend les premiers commerçants en rez-de-chaussée, on sait que c'est un peu long, le moment où il attend sa grosse réhabilitation, le moment où il attend d'être vendu, le moment où il attend d'être déconstruit. Tout ça, c'est en général 10% de la vie d'un bâtiment. On perd en général ces 10%-là. Occupons-les. Et puis on peut même s'inspirer de tout ça pour construire des bâtiments neufs, pour penser mixité d'usage, fluidité, adaptabilité, pour se dire qu'aujourd'hui, les usages qu'on connaît, ce pourquoi on construit, le premier usage d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement ceux de demain. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toute notre chaîne de production immobilière, elle est concentrée là-dessus. C'est passe la patate à ton voisin. C'est l'aménageur qui arrive, qui a récupéré un foncier agricole. L'aménageur arrive, il revend son foncier au promoteur. Les espaces publics sont transférés à la collectivité. Le promoteur va construire, il va revendre différents preneurs et hop, il n'y a plus personne. Et là, on a oublié, et plus personne n'a pensé l'autre usage, c'est-à-dire l'usager de dans 20 ans.
La question, c'est comment est-ce qu'on construit aujourd'hui des bâtiments qui vont être fluides dans leurs usages, qui vont permettre d'accompagner nos changements de besoins. Deuxième boucle, la transformation de l'existant. On a un potentiel phénoménal en densification, ça a été cité sur le BIMBY. Alors le BIMBY, ça n'existe pas si c'est pas accompagné. En fait, ça n'existe pas. C'est laisser l'urbanisme au géomètre. C'est un choix, mais on sait ce que ça donne. Ça doit être un choix conscient. Donc qu'est-ce qui se passe en général? On laisse filer les trucs. Au bout de 10 ans, ça a tellement gueulé partout qu'on reprend le PLU, on ferme tout pour éviter les problèmes. Aucune relation avec le plus métropolitain, évidemment. Donc aujourd'hui, on a énormément de métropoles qui ont fermé à la densification spontanée, notamment dans les espaces d'anciens lotissements, etc., qui permettaient simplement de construire au fond du jardin ou de construire entre deux maisons. Pourquoi ? Parce que ça n'était pas accompagné. Ça doit être accompagné. C'est à la fois de l'urbanisme complètement privé. C'est des privés qui vendent à des privés. Et pour autant, c'est un acte éminemment politique qui nécessite un accompagnement en termes de compétences, mais aussi de volontarisme politique. C'est le cas des vraies opérations de BIMBY sur lesquelles on fait du porte-à-porte, on fait des simulations, on donne envie et on accompagne et on gère. On a un potentiel phénoménal en BIMBY dans les zones d'activité économique aujourd'hui. Moi, j'en ai marre d'entendre de dire qu'on manque de foncier économique. C'est pas vrai. On en a partout, sauf que c'est du gazon. C'est du gazon privé. Il va falloir apprendre à le remobiliser. On peut éviter de déconstruire, ça c'est pas les Twin Towers, elles sont 4, c'est le World Trade Center à Bruxelles qui était voué à déconstruction et qui ne sera pas voué à déconstruction puisqu'une très grosse réhab est lancée et avec une redensification du bâtiment. Comment? Avec une occupation temporaire qui a permis de tester un certain nombre d'usages et de montrer que les bâtiments existants, ils avaient un vrai potentiel de transformation. Il se trouve que les archis qui ont gagné le concours étaient hébergés dans les bâtiments en eux-mêmes, donc ils prenaient conscience de tout ça. On a aujourd'hui beaucoup d'exemples d'opérations qui sont menées. Il y a eu un truc récemment avec le Conseil Général 92 sur lequel on s'aperçoit qu'il y a très peu de réponses de promoteurs, d'acteurs, d'architectes, etc., qui poussent la question de « et si on gardait et qu'on transformait l'existant ?» Le bilan économique et le bilan environnemental et le bilan CO2 n'ont rien à voir. La question du réemploi, quitte à faire des compromis fonctionnels, quitte à réduire le surface, à ne pas avoir des offres complètement standardisées, le bilan environnemental est bien plus positif sur le réemploi. Aujourd'hui, l'action qui génère le plus de déchets dans la ville, c'est le BTP, le tri des déchets, de vos déchets, c'est peanuts par rapport au volume transporté. Et les moments de transformation, les moments d'action du BTP qui ont le plus d'impact sur ce qu'on appelle le métabolisme urbain avec des émissions de déchets, c'est les opérations démolition-reconstruction. Parce que là, on double. On a les flux dans les deux sens. Et avec, en termes d'émissions de GES, ça n'a rien à voir. On a énormément donc, de CO2 qui, finalement, a déjà été consommé, donc qui est stocké dans les structures béton existantes et qu'il faut apprendre à épargner. On peut grimper sur les toits. Là, on est à Saint-Nazaire. On crée de la surface et donc de la valeur sur les étages qui permet de payer la réhabilitation du rez-de-chaussée, enfin des niveaux existants. On peut aussi inventer du neuf, ça c'est les Black Swans à Strasbourg, des bâtiments qui sont finalement mixtes par nature, qui vont pouvoir évoluer entre bureaux, logement, bureau, voire hôtel, etc., etc. Donc dès le début, on prévoit dans le programme l'évolutivité du bâtiment. On peut aussi mieux densifier, on retourne à Hong Kong. Alors ça a disparu. Pour moi, je ne parle pas de densité, je parle de densification. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est le processus. C'est comment est-ce que la densification, on vient chercher dans le tissu existant des potentiels de construction, des potentiels de nouveaux usages. Comme je dis souvent, ça revient à construire des étages sur les petites maisons en Vendée. Déjà rien que ça, c'est un processus de densification. C'est certainement pas une logique d'hyperdensité avec une image parisienne, une image de bar, de tour, etc. On le sait tous ici. C'est d'ailleurs pas les formes urbaines les plus efficaces en termes de densité. C'est en tout cas sortir d'une sous-densité qui est associée essentiellement à l'usage de la voiture. Aujourd'hui, si on repose la question du stationnement, les 95% du temps où vos voitures sont immobilisées, 95% du temps, on met des milliers d'euros dans un truc qui sert 5% du temps. C'est fascinant quand même qu'on en arrive là. Mais en plus, ça occupe de l'espace. Parce que chaque voiture a une place chez vous, une place à votre bureau, une place au commerce, une place à côté de l'école, etc., etc., etc. On a évalué jusqu'à 8 places par véhicule à Los Angeles. On a des milliers d'hectares disponibles. La densification, elle doit avoir lieu essentiellement là,
C'est là qu'on a un potentiel, à la fois de construction, mais aussi de densification végétale, puisque la densification bâtie ne peut fonctionner qu'avec un vrai pendant végétal. Je m'arrête là, mais ça a été évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de densification bâtie sans repenser l'interaction et la gestion de l'espace public associé. Et c'est évidemment des vrais projets à la fois publics et privés. Et puis recycler les espaces, c'est évidemment la question des friches industrielles qui est bien connue, mais qui est relativement anecdotique hein, en termes de surface. Vous savez combien il y a de friches industrielles qui pourraient être réemployées, recyclées en France? Une idée du nombre? Personne n'en sait rien en fait. En fait, on n'en sait rien. On n'a pas un recensement des friches industrielles. Je dis que industrielles, je ne dis pas commerciales, etc., etc. Je ne parle pas de sous-densité, je parle simplement le nombre de sites industriels éventuellement bâtis ou pollués qui n'ont plus d'usage aujourd'hui en France. On ne sait pas combien il y en a. On a quelques chiffres qui traînent, on n'a pas d'évaluation correcte qui permettent de mettre en œuvre des politiques publiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas les potentiels de densification, de recyclage de friches dans la plupart des territoires, y compris les métropoles. On a le futur des friches, hein, notre zone d'expansion, hein, notre zone d'avenir, que sont les zones commerciales. 600 malls abandonnés aux États-Unis, qui est le premier acquéreur des malls abandonnés, donc des grandes surfaces commerciales abandonnées aux États-Unis. Déjà, pourquoi ils sont abandonnés? Pardon? Trump, non. Mais un de ses potes, un de ses conseillers plus exactement. Pourquoi ils sont abandonnés ces malls aux États-Unis? Commerce en ligne, le e-commerce. Voilà. Qui rachète? Amazon. Amazon qui rase tout ça, et donc on a des zones commerciales qui se transforment en zones industrielles et logistiques. Parce que c'est des secteurs qui sont déjà développés, qui sont proches des axes, sur lesquels il y a déjà les réseaux, et par nature, proches des espaces de vie. C'est parfait pour faire de la logistique, sauf que ce n'était pas tout à fait prévu. Vérifiez vos PLU, ça peut venir. Et puis on a le parking, je ne vais pas revenir dessus, c'est ma grande passion. On a des enjeux de circuits courts, de réemploi, notamment sur les cycles de matériaux. Quand on commence à mettre des chiffres sur les choses, sur ce qui rentre, ce qui sort de la ville, on s'aperçoit que le BTP, la construction de la ville, est absolument central sur les flux. Et qu'on a là des potentiels qui nécessitent de repenser complètement la façon dont on articule les choses. Alors, l'idée, c'est bien, puisqu'on a des pistes et on a des pionniers un peu partout, l'idée, c'est de passer à l'échelle. C'est qu'on sorte des projets exemplaires pour être enfin sur un quotidien exemplaire. Hein, c'est comment est-ce qu'on passe l'ensemble de ces solutions-là à l'échelle. Pas sous l'échelle, hein, évidemment. La question, c'est déjà qu'on change de mode de pensée. Qu'avant de s'étaler, on se dise, avant de s'étaler, est-ce qu'on a recyclé les espaces en friche? Donc il faut les connaître. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on prend des décisions d'aménagement. On a un projet, y compris d'équipement public, on cherche un espace libre. Là, justement, la question, c'est de chercher des espaces pas libres, mais déjà urbanisés. Donc c'est un peu cette forme de gestion de la preuve. Hein. D'abord recycler avant de s'étaler. Avant de déconstruire, ce qui est la solution simple et connue, hein, sur le Conseil général 92, 20 réponses d'opérateurs, immobiliers, investisseurs, etc. 19 réponses en démolition-reconstruction. Une seule réponse en réemploi du bâtiment existant. Est-ce que vraiment, on ne peut pas faire autre chose du bâtiment existant? Ça, c'est essentiel et c'est la deuxième boucle. Et puis la troisième boucle, est-ce qu'on a vraiment besoin de construire? Est-ce qu'on ne peut pas mieux utiliser tout ce qu'on a? Est-ce que ces locaux-là sont utilisés le week-end? C'est quoi le taux d'utilisation de cette salle? Allez, on met ça sur l'année, c'est anecdotique. Mais pourtant, ça reste chauffé, éclairé, équipé, surveillé, etc. etc. Là, il y en a qui ont des bureaux, hein, donc vous n'êtes pas dans vos bureaux, donc il y a un problème. Votre bureau est sous-occupé aujourd'hui. Alors, il va falloir... Donc ça, c'est la ville frugale, évidemment frugale en sol, frugale en énergie et frugale en matériaux. Faire la ville de la proximité, ça a été dit tout à l'heure, hein, le problème de la voiture, c'est même pas que ça pollue, c'est même pas que c'est cher, c'est même pas que c'est dangereux, c'est que c'est strictement inefficace pour l'unité qui nous intéresse, nous, quand on fait la ville, c'est-à-dire le mètre carré. Notre unité, c'est pas le litre de gazole, hein, c'est pas le kilowattheure, c'est le mètre carré. Et la voiture est inefficace. Elle prend énormément de place pour très peu de personnes transportées. On a besoin d'autre chose. La ville de la proximité, c'est la ville qui offre enfin le droit à ses habitants d'éventuellement laisser leur voiture au garage. C'est pas forcément la ville contre la voiture, c'est la ville qui permet de ne pas l'utiliser, ce qui est autre chose. C'est sortir de la dépendance à l'automobile.
Alors évidemment, il va falloir se rapprocher des autres usages, il va falloir apprendre à moins se déplacer, mais on va bien en passer par là. Moi, je ne fais pas de pari là-dessus, mais je ne doute pas qu'on ait quelques soucis dans les 10 prochaines années sur les questions énergétiques. Donc on va se poser des questions de ce qu'on met dans notre réservoir, d'une façon ou d'une autre, Trump ou pas Trump. C'est aussi faire la ville pour tous, notamment pour les anciens, notamment pour les familles. Et aujourd'hui, la ségrégation spatiale s'est intensifiée par la hausse des valeurs dans les métropoles. C'est pour moi l'enjeu clé. Comment est-ce qu'on s'attaque à cet enjeu du logement dans les métropoles et ailleurs et tout ce que ça induit autour? Aujourd'hui, on ne sait pas faire du logement normal, de qualité, environnementalement, mais aussi en termes d'usage, notamment pour des familles dans les villes, à des prix normaux, des prix abordables. On a des solutions de dissociation foncier bâti, de portage, de logement social, etc. Passons à l'échelle et il va falloir là avoir des vrais changements sur les modes de production. Faire la ville résiliente, alors ce bâtiment-là est en train de tomber, résiliente au choc, mais aussi à nos changements de pratique, nos changements d'usage. On le voit aujourd'hui, on est complètement dépassé par la question de la logistique urbaine, qui est un impensé des politiques publiques, et pourtant qui est un fait essentiel aujourd'hui sur l'usage de l'espace public, l'usage de la ville et nos fonctionnements. Donc chacun aura sa part, aux métropoles, à elles d'intensifier notamment toutes les infrastructures existantes, que ce soit l'espace public, les équipements, etc., de densifier, et de garder les siens, garder tous les siens et d'arrêter d'en évacuer une partie en périphérie. Au périurbain, d'apprendre à épargner les sols, à mieux mailler, à permettre aussi d'avoir une ville de la proximité en périphérie, car c'est aussi possible, et aussi densifier. Et puis il faudra aussi apprendre dans le rural à sanctuariser aussi ces espaces agricoles dont on a besoin, et aussi à s'inventer un avenir qui n'est pas nécessairement un avenir de croissance. Aujourd'hui, développement est synonyme de croissance en France. Et quand je dis croissance, c'est croissance de la population. On sait, on l'a déjà vécu et on le voit autour de nous. Il va falloir aussi se penser des avenirs en décroissance de la population. Alors tout ça, ça présente un vrai intérêt et une vraie difficulté. C'est que c'est beaucoup plus compliqué de faire la ville sur la ville que de l'étendre en périphérie. C'est beaucoup plus complexe. Ça change complètement les process et les façons de faire. C'est-à-dire que les relations entre les acteurs ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que les temps ne sont pas les mêmes et on ne peut plus saucissonner les choses où chacun fait son job et ensuite refile la patate. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est aussi une magnifique opportunité parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui émergent au travers de ça. Moi, je fais ça depuis 10 ans. Je fais ça pour un parti pris environnemental, mais aussi parce que c'est passionnant. Parce qu'on est au cœur du système urbain et parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'action, tout ça, pour faire avancer ces projets-là qui sont intéressants. Mais il y a encore beaucoup de nouveaux métiers à inventer. Alors pour les organisations, ça va aussi poser des questions. Il y a ceux qui vont continuer à piloter leur centrale thermique charbon et ceux qui vont essayer de trouver des alternatives, et notamment d'être plus frugaux. Des opportunités pour les individus, mais aussi pour les entreprises, pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour ceux qui vont s'approprier ce nouveau modèle. Le changement arrive. Le zéro artificialisation nette n'est que le début du débat. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les gens, quand on parle du zéro artificialisation nette, ils disent « Ah, comment on va compenser ?» Il y a quelques années, tout le monde serait vent debout en disant « Non, c'est quoi ces trucs, c'est n'importe quoi, il faut arrêter. » On a passé le cap. On a passé le cap. On est déjà à comment il faut compenser. Et beaucoup disent « on ne sait pas compenser. » On ne sait pas compenser une consommation de sol agricole. Je suis désolé, moi je ne sais pas faire un sol agricole sur une ancienne friche industrielle. Ou en tout cas, je ne mangerai pas les salades. Donc il va falloir se repositionner et là pivoter et faire des choix. Il y a des vraies opportunités pour ceux qui pivotent maintenant. Donc nous, c'est notre job aujourd'hui. C'est à la fois de donner envie de pivoter, d'accompagner les organisations qui s'engagent là-dedans. Je suis très surpris de l'intérêt qu'il y a par rapport à tout ça. Un intérêt de gens qui nous disent, fonctionnaires ou pas, privés, etc. Enfin, c'est vraiment tous les types d'acteurs où leur question c'est « Ok, comment on fait ?» Merci à vous.